Eh ben ça faisait longtemps. Avec certains artistes que l'on voit sur TikTok où c'est évident que visuellement ils trichent. Les accusations portées à des grandes stars de ne pas avoir crédité un interprète qui chante à leur place. Et quand on connaît les méthodes de modification et de correction d'une voix, on est en mesure de se dire que la musique qui sort d'un studio d'enregistrement ne reflète peut-être pas la réalité. Aujourd'hui, on vit une époque fascinante où n'importe qui peut produire ou post-produire une musique à l'aide d'un simple logiciel et d'une carte son à 100 € à tout casser. Avec la prise en main de logiciels comme Cubase ou FL Studio, on obtient très vite des résultats et on se rend compte de la facilité de manipulation du son. Pour les néophytes qui rejoignent cette vidéo, au cas où vous en doutiez encore, oui, la musique de studio, c'est de la triche. Vous enregistrez un riff de guitare fraîchement composé sur lequel vous n'avez pas eu le temps de vous entraîner pour jouer en rythme. Pas de problème, enregistrez une première fois. Si vous vous trompez, vous prenez votre ciseau, vous réenregistrez là où vous êtes trompé. Vous faites une soudure entre les deux enregistrements avec la touche de raccourci X et la triche est indétectable. Vous chantez un petit peu faux, ça se corrige et de façon transparente. Vous n'avez pas appris par cœur le texte de vos paroles, chantez mot pour mot et vous ferez un petit montage plus tard. C'est du déjà vu et c'est pas une blague. Mais tout ça, finalement, est-ce que c'est vraiment de la triche? C'est une question de point de vue. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et dont finalement personne ne parle, c'est de la dimension artistique du travail en studio. Un bon producteur et ou mixeur doit être un bon musicien et un bon musicien n'a pas la garantie d'être un bon mixeur. En studio ou en home studio, le producteur ou le mixeur va être tiré entre des choix artistiques et techniques. C'est un parfait mélange des deux finalement, exactement comme pour un photographe ou un réalisateur de film, ou encore un développeur de jeux vidéo et j'en passe. Donc quelles sont les obligations techniques d'un producteur? Un bon producteur, c'est avant tout un grugeur. Pour que l'enregistrement tienne dans une boîte, il doit faire des choix. La boîte de façon imaginée, c'est la boîte dans laquelle on doit mixer le son. Et on ne peut pas dépasser un certain nombre de dB et on peut dispatcher qu'à gauche et à droite le son, même si dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des notions de physique et psychoacoustique qui font que le son peut être au milieu, devant, derrière, tout ça. Et il faut qu'on puisse tout entendre et de façon la plus agréable possible. En fait, c'est la définition du mixage. Les membres actuels de ma communauté le savent, c'est hyper compliqué. Et même avec de l'expérience, ça le sera toujours. À l'inverse du live où il n'y a pas de limite sauf celle de l'acoustique de la salle, en studio, on doit passer son temps à prendre des décisions techniques et à jongler pour que tout sonne bien et on fait ça en passant aussi par des choix artistiques. Maintenant que vous comprenez l'enjeu, il faut comprendre que lorsqu'on écoute une musique qui sort d'un studio, on l'écoute à oreille reposée et on fait gaffe aux moindres détails. Ce qui est contraire au live où l'énergie est plus importante que d'autres facteurs comme l'exactitude de l'interprétation instrumentale par exemple. Alors on va pas se mentir, hein, c'est quand même mieux d'écouter une musique impeccablement carrée que d'entendre une rediffusion live avec fond de cri de groupies 2 minutes avant leur extinction de voix. On est bien d'accord. La musique de studio d'aujourd'hui est archi carrée en termes de qualité et la concurrence est rude. Si vous souhaitez de la haute qualité et un rendu carré, vous allez obligatoirement vous orienter vers de petites vilaines méthodes de triche. Mais ça dépend de vos choix artistiques. Si vous jouez du rock de garage ou du black metal ou du stoner, vous allez vous orienter vers l'authenticité du son et les défauts d'interprétation seront moins importants parce qu'on cherchera plutôt un son roomy, c'est-à-dire un son où on perçoit la pièce dans laquelle les instruments sont enregistrés dans le but d'en capturer l'authenticité. Et c'est bel et bien une question de choix artistique. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas autotuner une voix sur un instru de black metal qui sort de Norvège. A l'inverse, j'ai récemment entendu une artiste très douée qui chantait très bien sur un son propre, mais lors de l'écoute, je grimaçais parce que la voix était trop naturelle. Il aurait fallu la corriger un tout petit peu en post-prod. Ça n'aurait même pas été de la triche puisqu'elle chante déjà très bien, mais il y avait un problème de contraste avec l'instru. Donc vous l'avez compris, il y a un côté très perfectionniste à la musique de studio, c'est une question de contexte. Contrairement au live où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volume,
et de bruit parasite, la musique de studio s'écoute quand l'oreille est reposée et donc attentive. Donc il y a bien intérêt à ce que le son soit parfait. Vous commencez à comprendre là où je veux en venir avec le jonglage entre les choix artistiques et les décisions techniques et pourquoi on peut être poussé à utiliser de la triche. Alors est-ce que c'est grave de tricher en studio finalement? On a tous ce tonton alcoolique au bout de la table qui n'y connaît d'ailleurs rien en musique et qui va citer je ne sais quel single de Metallica qui a été accéléré en studio pour que la musique sonne plus rapidement. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout si Metallica accélère leur musique en studio? Ça leur arrive bien de jouer plus vite en live en fonction de l'énergie sur scène, puisque de toute façon, l'art lyrique n'arrive pas à suivre un métronome. Je pense, et c'est mon avis, que le principal, c'est que l'artiste en question arrive à trouver le moyen d'interpréter au mieux sa musique au préalable enregistrée, et que le public en est pour son argent. De toute façon, ceux qui critiquent le plus sont souvent ceux qui s'y connaissent le moins. Malheureusement, c'est comme ça dans tous les domaines. Et si votre tonton alcoolique vous dit un jour que la musique était mieux à l'époque parce qu'on ne pouvait pas tricher et que la musique était plus authentique, alors sachez que la triche en studio ne date pas d'hier. Est-ce que Bohemian Rhapsody, ça vous parle? Yep. Alors personnellement, j'ai du mal à considérer ce titre composé par Freddie Mercury comme de la triche. Alors factuellement, c'en est. Les studios d'enregistrement des années 70 étaient composés de 24 bandes magnétiques max. Vous savez, c'est ces fameuses bobines de films sur lesquelles il fallait enregistrer sans se rater, au risque de recommencer depuis le début. La musique de Queen était donc composée de nombreuses parties vocales qui, à terme, dépassaient bien plus que ces 24 bandes maximum. L'enregistrement s'est fait pendant plus d'1 mois, dont 3 semaines de répétition vocale, selon le making-of de Bohemian Rhapsody qui est paru dans SOS. Est-ce que le Doliprane existait déjà à cette époque-là? Les moins jeunes pourront me le dire en commentaire. Donc cette musique a été enregistrée d'une façon très particulière, puisqu'il a fallu séparer les parties instrumentales classiques, comme la basse, la batterie ou la guitare, ou encore le piano, et les parties arrangements vocaux. Et pour ça, le groupe a dû réaliser énormément d'overdub. Overdub, c'est-à-dire ajouter du son sur des enregistrements qui existent déjà pour accumuler des couches sur des pistes déjà enregistrées. Donc des couches sur des couches, quoi. Je vous recommande chaudement la vidéo de Florent Garcia qui a pu mettre la main sur les pistes originales du titre. En plus de ça, vous découvrirez des astuces d'arrangement hyper astucieuses. Aujourd'hui, avec nos logiciels, on est capable d'enregistrer à l'arrache et d'avoir immédiatement un résultat de notre brouillon en appuyant simplement sur la barre lecture. Chose qui n'était pas possible pour Freddie Mercury à l'époque, puisqu'il a dû imaginer à l'avance à quoi ressemblerait sa musique une fois finie. On peut donc souligner l'incroyable travail de prospection qu'il fallait pour arriver à un résultat d'aussi bonne facture, et tout ça pour faire son coming out. Très astucieux. De nos jours en studio ou en home studio, dès le moment de l'enregistrement, on devrait se faire la réflexion de comment sonnera le titre une fois en streaming ou en CD pour les dinosaures qui écoutent encore des CD comme moi. L'ensemble du processus du début à la fin doit être réfléchi. Quel micro utiliser pour enregistrer? Quel ampli? Dans quelle pièce se trouve la batterie? Quel synthé enregistrer? Déjà, tout ça donne une couleur avec laquelle on sera obligé de travailler. Alors en écoutant l'interview du producteur et mixeur de Gojira, Johan Meyer, sur la chaîne L'Académie du Gros Son, que j'adore d'ailleurs, on apprend que les guitares de l'album Fortitude ont été enregistrées avec une multitude d'amplis jusqu'à parvenir à un son qui convienne bien à la fin. C'est un maigre exemple de choses qui se font lors de l'enregistrement pour parvenir à des matériaux bruts à tailler un peu plus tard, comme le ferait un tailleur de pierre. Parmi mes méthodes que je partage sur cette chaîne, j'utilise également une multitude d'astuces pour parvenir à enregistrer un instrument. Additionner un triangle par-dessus une caisse claire pour lui donner plus d'impact. Faire 50 essais avec 5 micros différents pour enregistrer une guitare acoustique, ce qui est affreux qu'on n'a personne au studio d'ailleurs pour venir nous assister. Faire des arrangements avec des synthétiseurs à peine audibles pour ajouter de la richesse au son. Là on peut citer l'exemple de Radiohead ou Rammstein qui excellent dans cette pratique. Tout ça factuellement c'est de la triche,
mais dans une démarche technique et artistique pour avoir le son le plus cool possible une fois le titre fini. Il existe aussi de nos jours des artistes qui sont seuls, grâce à la facilité d'accès des méthodes d'enregistrement et de mixage, qui produisent de la musique sans qu'elle sortira jamais une seule fois en live. Parmi ces artistes, il est très fréquent que la batterie soit virtuelle et donc jouer avec la souris et le clavier, mais ce serait dommage de s'arrêter là-dessus. Dans ce cas, ce n'est plus la performance instrumentale qui est à juger, mais bel et bien la performance en termes de composition et de manipulation du son, qui est un art à part entière. Donc selon moi, on vit une époque fantastique, puisqu'il est possible pour n'importe qui de sortir une musique de sa tête pour la faire écouter à tout le monde. Et ça, c'est génial. Parce que les outils sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 40 ans, où enregistrer coûtait aussi cher qu'une voiture de luxe. Alors tout ça, c'était un débat, même si je parle tout seul devant la caméra. Je vous invite à me donner votre avis et me dire qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de la triche en studio. Elle est excusable ou pas? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Je vous invite à liker, à vous abonner et puis à me suivre sur Instagram si vous voulez faire un petit tour. Salut tout le monde!